On the part of NATO, how did you Du find côté de l'OTAN, comment as-tu trouvé cela, Larry? Tous ces différents types d'armes envoyées en Ukraine. Cela montre quelque chose, tu sais. Les armes ne sont pas intégrées dans le système qui a été exposé en Ukraine, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est une source de préoccupation pour l'OTAN. I don't know if that's of concern for NATO. Well, again, um, Eh bien, encore une fois, lorsque la Russie fabrique des armes, elles sont construites, je suppose, selon ce que l'on pourrait appeler une stratégie de sécurité nationale. Ils ont réellement une véritable stratégie de sécurité nationale. Et tout le système militaro-industriel en Russie n'est pas un système capitaliste, n'est-ce pas? Ce n'est pas un système où ces industries existent pour générer des profits pour les actionnaires. Ces industries existent pour s'assurer que la Russie dispose de ce dont elle a besoin pour repousser les attaques étrangères. C'est la philosophie qui la sous-tend. Alors que lorsqu'on regarde l'Occident, les différentes entreprises qui fabriquent des chars, des avions, des canons, des pièces d'artillerie et des obus, ce sont toutes des entreprises capitalistes. Elles sont cotées en bourse, où elles servent des actionnaires. Et ces actionnaires veulent des rendements. Ainsi, les armes qui finissent par être conçues, développées et déployées ne sont pas nécessairement des armes qui servent une stratégie de sécurité nationale. Et puis, en raison de la structure de l'OTAN, avec maintenant 31 pays, l'industrie en Allemagne fonctionne d'une certaine manière, l'industrie en France d'une autre, et il en va de même pour le Royaume-Uni. Il n'y a donc pas de cohérence. Ce n'est pas comme s'ils produisaient tous selon une norme particulière. Ils ont des normes différentes, des capacités différentes. En somme, l'Europe n'est pas dans la position où elle était, disons, en 1930, lorsque Hitler arrive au pouvoir et commence à reconstruire l'armée allemande. À l'époque, en Allemagne, il y avait des usines à l'arrêt. Ils avaient des travailleurs qui cherchaient du travail. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont un problème d'énergie. Ils ne peuvent pas produire. Ils ferment des usines et beaucoup de ces usines déménagent à l'étranger. Donc en ce moment, ils n'ont pas la capacité nécessaire pour produire à un niveau qui permettrait vraiment de renforcer l'armée de manière spectaculaire. Et vous savez, franchement, la Russie surveille cela aussi. La Russie ne va pas rester les bras croisés et permettre à ces pays de se réarmer à l'échelle de ce que l'Allemagne a fait dans les années 1930. Car les Russes sont légitimement préoccupés par le fait que l'Europe continue de parler d'attaquer la Russie. Ils continuent de traiter la Russie comme si c'était un pays ennemi. Sans armes, ils parlent d'attaques préventives contre la Russie. Oui, s'ils produisent de nouvelles armes. Mais Larry, permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler de ce qui se passe avec la prochaine rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le Washington Post a rapporté que Netanyahou allait faire pression sur le président américain pendant la réunion car il veut attaquer l'Iran. Oui. Eh bien, tu as vu ça. J'ai écrit un article il y a 2 jours à partir d'un titre du New York Post qui disait « L'Iran déclare la guerre aux États-Unis, à Israël et à l'Europe ». Et je me suis dit « Tiens, c'est inhabituel ». Puis, en lisant vraiment l'article, on découvre que c'était Pozeshkin qui était interviewé, je ne me souviens plus par quel média. Et il disait « Écoutez, nous sommes effectivement en guerre avec Israël, les États-Unis et l'Occident. Nous ne cherchons pas la confrontation, mais ils nous attaquent. » Il ne faisait que reconnaître la situation. Mais à la place, voilà le New York Post, qui a beaucoup pris parti pour les sionistes, disant « Oh, voyez, ces Iraniens nous déclarent la guerre, donc nous devons pouvoir les attaquer. » Je veux dire, cet article est sorti 2 jours avant. C'était samedi. So, Netanyahu arrives today.
Alors, tu sais, Netanyahou arrive aujourd'hui, et je suis sûr qu'il va faire de son mieux pour convaincre Trump. Oui, il faut qu'on s'en prenne encore une fois à ces Iraniens. Ils sont sérieux à ce sujet. Le New York Post était, je pense, utilisé par des sources sionistes, car les éditeurs de ce journal sont très proches des Israéliens et relaient la propagande israélienne. Donc oui, ils essayent de créer une impulsion pour voir s'ils peuvent rallier Trump à leur cause. Et franchement, je ne serais pas surpris que Trump dise à Netanyahou « D'accord, oui, on va voir ce qu'on peut faire », et qu'ils essayent à un moment donné d'attaquer à nouveau l'Iran. Sauf que cette fois, je pense que l'Iran est prêt d'une manière qu'il ne l'était pas en juin dernier. Et tu le ressens, tu le vois quand tu es ici en Iran. Et je ne sais pas, Larry, quand il s'agit de... Il parlait du programme nucléaire de l'Iran, n'est-ce pas? Maintenant, il parle des installations de missiles. Oui, oui. C'est tout simplement ridicule. Jusqu'où ils iraient, parce que c'est impossible. Je dirais, Larry, tu le vois dans les médias, en parlant avec des responsables. Il est difficile de croire que quoi que ce soit que Netanyahou demande puisse se produire de sitôt. S'ils vont aussi loin, nous aurons une guerre totale entre les deux. Oui, eh bien, c'est pour cela que l'Iran, après l'attaque, la guerre de 12 jours, c'était du 13 au 25 juin, non? S'est assis et a réalisé qu'il fallait revoir ses relations avec la Russie et la Chine sous un nouveau jour. Auparavant, l'Iran résistait à l'idée de s'impliquer trop profondément sur le plan militaire avec la Russie ou la Chine. Mais ce n'est plus le cas. Je plaisante souvent en disant qu'ils accumulent des milles de fidélité. Tous ces responsables iraniens qui font sans cesse l'aller-retour entre Moscou et Pékin. Et ce sont des gens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense. Ce ne sont pas une ou deux réunions isolées. Les contacts sont fréquents. Ainsi, l'Iran se trouve désormais dans une position beaucoup plus forte, militairement, économiquement et politiquement, qu'il ne l'était le 12 juin 2025. Et vous savez, si Israël est assez stupide pour aller de l'avant et attaquer l'Iran, en pensant qu'il va le vaincre et provoquer l'effondrement de sa société, il pourrait bien finir par subir le même sort. Parce que je pense que l'Iran est aujourd'hui bien mieux placé pour riposter. Et vous suivez les médias israéliens. Ils parlent de ce qui se passerait après le gouvernement de Netanyahou. Il semble que Netanyahou va être d'une certaine manière. Eh bien, je ne sais pas à quel point il est possible que quelqu'un en Israël le remplace. Car après tout, quelle influence cela aurait-il, compte tenu de la politique étrangère d'Israël? Eh bien, je ne vois pas vraiment. Il se débarrasse de Netanyahou. Il est très doué pour manipuler l'opinion américaine et obtenir le soutien des États-Unis. Mais en ce qui concerne les politiques qu'il mène, la majorité des Israéliens les approuvent. Donc, ce n'est pas comme si Netanyahou imposait une politique que la plupart des Israéliens rejettent. C'est tout le contraire. Ils l'adoptent. Ils n'aiment peut-être pas Netanyahou personnellement et il est corrompu. Mais si Netanyahou part, je ne vois pas Israël changer de cap pour autant. Mais après tout, vous vous souvenez de la guerre de 12 jours. Elle a été si courte. Beaucoup de gens quittaient Israël, ce qui n'était pas le cas ici en Iran. Exactement. Donc dans un pays de 91 millions d'habitants, les gens ne partent pas. Ils se rassemblent d'une certaine manière de l'intérieur. Et en Israël, on voit des gens partir, vous savez, vers Chypre et d'autres pays. Donc vous voyez, cela n'a pas de sens. Oui, eh bien, je ne sais pas combien, tu vois, sont réellement partis à cette période. Je ne sais pas si certains sont revenus
ou s'ils continuent de quitter Israël. La menace de guerre, je pense, pourrait être une incitation pour certains. Le problème, c'est qu'il y a ces colons qui continuent d'essayer de voler des terres aux Palestiniens. Et dans les dernières actions du mois passé, le gouvernement israélien a autorisé et approuvé encore plus de vols. Ils sont comme des sauterelles voraces, consommant, détruisant. Et malheureusement pour les Palestiniens, même s'ils reçoivent quelques déclarations de soutien de la part de nombreux pays, il n'y a eu aucune action internationale concertée pour tenter d'arrêter Israël. Pendant très longtemps, Israël attaquait le Liban, la Syrie, Gaza et la Cisjordanie. Et il semblait, d'une certaine manière, à l'abri d'attaques venues de l'extérieur. C'est de cela que je parle. Mais voyez-vous, pendant la guerre avec l'Iran, ils ont vécu quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais affronté. Je pense donc que la question reste posée pour les décideurs israéliens. Veulent-ils vraiment risquer une guerre plus vaste avec l'Iran? Et comment cela va-t-il les affecter, eux et leur société? Eh bien, je veux dire, vous partez du principe qu'ils s'assoient et qu'ils évaluent les choses de manière rationnelle, qu'ils font une analyse précise des capacités iraniennes. Je ne pense pas qu'ils fassent cela. Ils sous-estiment donc les capacités de l'Iran et surestiment les leurs. Et quand on agit sur la base de ce genre de croyances, on peut faire des choses vraiment stupides. Comme je le disais, je crois que c'était la semaine dernière quand nous en avons parlé, Israël s'est engagé d'une manière qui le rend plus faible, pas plus fort. C'est une chose d'activer, et je crois qu'ils ont mobilisé environ 300 000 réservistes pour l'opération à Gaza. Mais c'est un pays de seulement 8 millions d'habitants, peut-être 7 millions maintenant. Donc ils n'ont pas des ressources humaines illimitées. Leurs ressources sont très limitées, et cette armée de 300 000 hommes s'est révélée incapable de vaincre le Hamas. Ils ont confiné le Hamas dans une zone de 350 km², entourée de tous côtés, mais Israël n'a toujours pas réussi à les vaincre. Ils mènent également des opérations militaires au Liban et en Syrie, donc leurs capacités militaires ont des limites. Ils ne semblent pas avoir conscience de ces limites. Ils agissent comme s'ils disposaient de ressources illimitées. Et au cours des dernières 24 heures, le rapport de l'inspecteur général du département de la Défense a révélé qu'environ 8 milliards de dollars d'armes manquaient à l'appel. Les États-Unis ont fourni beaucoup d'aide, mais ils ne savent pas où elle est passée. Il manque donc 8 milliards de dollars, ce qui représente une somme considérable. Oui, Larry, parlons un peu de la situation avec la Chine. Il semble que la Chine devienne vraiment nerveuse à propos de Taïwan. Ils se préparent, se tiennent prêts à affronter tout ce qui pourrait arriver, ce qu'ils appellent la patrie. Mais penses-tu que les États-Unis vont intensifier la situation à Taïwan? Ou peut-être que Donald Trump ira dans cette direction, en envoyant plus d'armes, en prenant de nouvelles décisions concernant Taïwan? Making new decisions on Taiwan? Eh bien, le paquet d'armes, l'aide récemment fournie à Taïwan, a créé une plus grande tension avec les Chinois, n'est-ce pas? Mais je ne vois pas la Chine agir militairement pour prendre le contrôle de Taïwan. Cela n'arrivera pas. Ils le feront sur le plan économique, ils le feront sur le plan diplomatique. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans ce genre de guerre de tir avec l'Occident à propos de Taïwan. Par exemple, sur le plan économique, ils vont cesser d'exporter de l'argent. L'argent est désormais un minéral essentiel dans la production de certains systèmes clés à travers le monde, et cela aura un impact considérable. And so this is going to have a dramatic impact. It's along the same lines of when they stopped
C'est un peu comme lorsqu'ils ont cessé d'exporter des terres rares vers les États-Unis. Je vois la Chine utiliser des moyens économiques, comme retenir certains produits et limiter les expéditions d'autres biens, pour vaincre l'Occident, plutôt que de se lancer dans une guerre ouverte. En même temps, ils sont prêts à se défendre et à affirmer leur domination le long de leurs frontières immédiates et dans les zones côtières voisines. Mais je ne pense pas qu'ils voient la nécessité d'envahir Taïwan. Ils prendront finalement le contrôle de Taïwan par un processus politique. Parce que, après tout, ils sont témoins de quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. L'envoi de plus d'armes, la formation de l'armée. Et puis en regardant l'Ukraine, Larry d'ailleurs, je sais que Taïwan est une petite île, et qu'ils ne peuvent pas, enfin ils ne sont reliés à aucun pays. Cela rend extrêmement difficile pour les Taïwanais de s'opposer à la Chine. Mais ce ne sont pas, comme tu l'as mentionné, des actions rationnelles. Tu sais, les stratèges ou les acteurs rationnels. C'est pourquoi la Chine est extrêmement préoccupée par ce qui se passe à Taïwan. Eh bien, vous savez, ce qui a fait de Taïwan un sujet aussi sensible au cours des 6 dernières années, c'est le rôle de NVIDIA et des puces informatiques, ainsi que le statut de Taïwan en tant que grand producteur de ces dernières. La Chine se dirige maintenant vers la production de ses propres puces, et à un moment donné, Taïwan ne sera plus aussi pertinent. La direction que prend la Chine pourrait rendre le centre de production de Taïwan moins crucial qu'il ne l'est actuellement ou qu'il ne l'a été. Et en réalité, on voit les États-Unis, sous Trump également, chercher à relocaliser, à rapatrier depuis l'étranger la capacité de produire des puces informatiques. Mais vous savez, je pense que les Chinois ont fini par se réveiller et se sont dit « Regardez, l'Occident va continuer à essayer de nous tenir économiquement en otage si nous leur laissons le moindre levier. » Ils ont donc réellement planifié et ils avancent et exécutent ce plan pour devenir indépendants de l'Occident. Et cela se produit. Comme tu le sais, tu as eu tes discussions avec Pepe au sujet de son récent séjour en Chine, parcourant l'ancienne et la nouvelle route de la soie. La Chine représente, tu sais, quelque chose de nouveau et de spectaculaire en termes de puissance économique. L'Occident continue de parier sur un effondrement imminent de la Chine, en disant que son économie est mauvaise. Le problème, c'est que nous sommes incapables de nous regarder objectivement dans le miroir et de voir ce que nous sommes. Nous sommes tellement occupés à critiquer, à chercher les faiblesses des autres. L'Occident, je suppose, dans cette compétition économique, a perdu. La Chine nous a dépassés dans toutes les catégories. Il n'y a rien que l'Occident possède, dont la Chine ait désormais besoin. Une partie de leur succès, et je pense qu'une grande partie en dépend, réside dans la manière dont ils traitent les autres pays, dans leur façon de les aborder et de dialoguer avec eux. Ils n'exercent pas de pression. Ils ne disent pas « vous devez faire ceci, faire cela ». Ils laissent les autres gérer leur propre politique intérieure. Ils souhaitent entretenir de meilleures relations avec les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais les États-Unis n'ont pas changé d'attitude. On a l'impression qu'ils n'apprennent rien de ce que fait la Chine. Les États-Unis, on agit de plus en plus comme deux types de la mafia qui débarquent dans une petite entreprise familiale en disant « Hey, on va te vendre une assurance pour que ton commerce ne parte pas en fumée. » C'est un système de protection. C'est ça la politique américaine envers d'autres pays. Ils sont contraints et menacés. Oui, tu sais, si tu ne t'associes pas avec nous, il pourrait arriver quelque chose de fâcheux. Je ne vois pas la Chine faire la même chose. La Chine, en particulier en Afrique, quand on prend du recul et qu'on regarde le rôle qu'a joué l'Occident, surtout l'Europe,
là-bas, ils n'ont pas laissé les choses en meilleur état qu'ils ne les ont trouvées. Ils y voyaient un endroit à exploiter, pour en extraire les ressources, créer des gouvernements dociles qui feraient ce qu'ils voulaient, sans vraiment développer les infrastructures, sans veiller à ce que la population soit éduquée, qu'il y ait de bonnes centrales électriques, de bonnes routes, de bonnes télécommunications. Rien de tout cela. La Chine arrive avec son initiative des nouvelles routes de la soie. Elle développe ses infrastructures. Et elle ne le fait pas en disant « Hey, nous allons faire ça pour vous, mais ensuite vous nous devrez quelque chose », afin de les rendre dépendants. C'est une approche différente. Certains diront « Oh, Johnson, vous êtes naïf ». Mais ce que nous voyons, c'est que la Chine a trouvé une autre voie. Elle tient réellement la promesse du développement. Quand j'allais à l'école dans les années 1970, il y a 50 ans, il existait une véritable compétition entre le monde communiste et le monde capitaliste. Un livre avait été écrit par Eugene Rostow, un économiste qui avait participé à l'administration Kennedy. Il s'intitulait « Les 5 étapes de la croissance économique » et il cherchait essentiellement à expliquer comment le capitalisme, par opposition au communisme, allait créer toute cette richesse pour les pays du tiers-monde. Et cela ne s'est jamais produit parce que les États-Unis n'étaient pas vraiment intéressés à développer la richesse des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, surtout de l'Afrique. Nous restions dans une logique très extractive. Vous savez, une grande partie des activités de la CIA à ses débuts servaient les intérêts des entreprises, que ce soit United Fruit en Amérique centrale ou les géants du pétrole en Iran. C'est là que la CIA, sous, était-ce Kermit Roosevelt, a joué un rôle majeur dans le renversement de Mossadegh. Et tout cela visait l'extraction des ressources, pas le développement ni l'autonomisation de ces pays.